Merci Marc. Donc Jean, simplement, juste un petit détail qui d'ailleurs n'est pas éloigné de notre sujet. Si on prend la perspective ici du sujet, pour ne pas dire du sujet apprenant, mais du sujet s'informant que nous sommes, il faudrait que tu te tournes face à la majorité de la salle quand tu vas t'exprimer. Donc que tu te lèves, que tu pirouettes de 180 degrés. Et... Ah, il ne peut pas à cause de la caméra. Vous voyez comment la technologie détruit la logique de l'apprenance. C'est extraordinaire. Bon, bah donc, et tu ne peux pas te mettre de profit pour... Voilà, ça, je peux super. Ok, Jean, et puis après on termine le tour de... Juste sur la question qui a été posée, qui est une question récurrente sur cette approche, je voudrais faire part d'un travail, 5 ans d'accompagnement sur des notions de parcours, et je crois qu'il faudrait quand même à un moment donné revenir sur cette question-là. Un projet qui s'est appelé Se qualifier hors les murs, qui concernait des travailleurs handicapés. Il s'agissait de bâtir des parcours de formation destinés à des personnes qui, pour diverses raisons, ne pouvaient pas accéder à la formation. Donc il y avait une obligation de résultat, c'est-à-dire l'accès à la formation, et une obligation aussi de validation des compétences pour ensuite, autant que faire se peut et que le système pouvait l'accepter, c'est encore un sujet qui est d'actualité, pouvoir accéder à l'emploi. Sur cette question du positionnement, alors pourquoi je parle des travailleurs handicapés? Parce que dans le milieu du handicap, il y a quelque chose qui s'appelle l'approche globale, qui constitue l'une des bases de travail, en tout cas dans la manière dont les intervenants ont d'appréhender les personnes en formation, c'est de prendre en compte, du fait de leur situation, l'ensemble des composantes qui peuvent interférer sur un processus de formation. Alors c'est la fatigabilité, c'est l'éloignement, les modalités de transport, l'accessibilité, la disponibilité familiale, l'organisation quand on s'adresse à des adultes, avec l'organisation avec les enfants. Et donc à un moment donné, il y a une composante très large qui est de dire que le processus d'apprentissage, de formation, il se situe dans un environnement personnel dont on ne peut pas nier les composantes et sur lesquels on prend comme postulat que ça va évoluer. Donc j'ai déjà envie de dire que premier point qui me semble un point important par rapport à cette question du positionnement, c'est que l'idée qui nous taraude, on était sur modularisation et sur individualisation, c'est que c'est un processus dynamique. Alors toute formation est un processus dynamique, mais on va dire que là on va se situer dans un accompagnement d'un processus dynamique, et que cette question du positionnement, elle ne peut pas se résumer au repérage des déficits, parce que c'est quand même à un moment donné ce qui se passe dans une grande partie des cas, c'est-à-dire que cette idée du positionnement, le terme positionnement n'est peut-être pas le plus adapté, il s'agit à un moment donné de faire un état des lieux, des leviers, parce qu'il s'agirait aussi d'essayer de repérer ce sur quoi on peut s'appuyer, de regarder aussi quels sont les déficits, et les déficits pour essayer de voir comment on va travailler pour justement appréhender ces déficits, tout en ayant en perspective les objectifs de la formation qui, eux, font partie du contrat. Et c'est bien ce travail-là dont il s'agit de travailler, avec l'idée qu'une partie des ressources, c'est l'organisation qui va les proposer, mais elle est limitée dans ce qu'elle peut proposer. Ça veut dire que peut-être qu'à un moment donné, il va falloir aller chercher à l'extérieur de sa propre organisation pour avoir des réponses. Donc ça pose la question des partenariats, d'un mode de travail qui est un petit peu différent, et puis ne pas négliger non plus que l'individu dans ce processus-là, lui aussi, il peut bouger, et il peut apporter des réponses qu'on n'avait pas observées au moment où on était dans cette première phase de prise de contact. C'est un petit peu ce que j'avais envie de vous dire par rapport à la remarque que vous avez faite. Et là, on est au cœur, à mon avis, puisque je suis au cœur du réacteur du système d'individualisation des parcours et de la formation. Merci Jean. Une ou deux, si elles sont brèves, interventions ou remarques sur toutes ces questions. Là, on est passé subrepticement de la première à la deuxième partie de la table ronde, mais enfin, comme il n'y a que moi qui m'en suis rendu compte, c'est pas grave. On a un peu mentionné la question de l'accompagnement. On va terminer sur la question de la personnalisation. Mais avant, monsieur. Oui. Xavier Épinay du CAFOC d'Amiens.
J'ai donc une petite question sur la validation. La logique actuelle des financeurs, comme on l'observe chez nous en Picardie, est de pousser, je pense que c'est le cas un peu partout, de pousser à la modularisation parce que pour eux, effectivement, qui sont nos chers partenaires financiers, il y a un intérêt de validation intermédiaire. Si elle est reconnue, si elle est inscrite au RNCP, c'est encore mieux. Donc on en arrive à des situations de formation où c'est parcellisé complètement, avec des possibilités d'entrer sur des formations financées par la région, formations courtes. Ensuite, on va accéder à un contrat de professionnalisation. Puis ensuite, on fera du plan de formation. Et puis éventuellement, on arrivera sur une période de professionnalisation au final. Donc un parcours qui va avoir tendance à s'étaler pour pouvoir accéder à une qualification sur un titre ou un diplôme. Moi, j'ai l'impression que ce type d'organisation, ce type de modularisation ne permet pas aux stagiaires de bien maîtriser vraiment son parcours, son évolution en termes de connaissances et de compétences. Et j'ai un peu des craintes par rapport à ce que vous aviez ciblé en termes d'accompagnement social ou d'individualisation socialisante. Voilà. Donc sur des choses très parcellisées comme ça, qu'est-ce qu'on peut faire en termes d'accompagnement social? Est-ce qu'il n'y a pas là une limite? Enfin, j'aimerais bien avoir votre position sur la question. C'est vrai que c'est un risque, mais ça fait partie de ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire que, ou qu'a développé Jean tout à l'heure, c'est-à-dire que il y a l'envie, l'idéal, c'est on est en face d'un homme ou d'une femme en face de nous, et puis on a envie que il réalise, ça va peut-être être très utopiste ce que je vais dire, mais qu'il réalise ses rêves, quoi. Et si on lui dit ouais, mais il faut passer par toutes les étapes que vous venez de dire, ça renvoie à une certaine réalité. Sauf que c'est un peu les fourches codines dans lesquelles on est obligé de travailler. Et je pense que là, on renvoie à une autre réflexion. C'est l'éthique qu'on doit avoir dans un centre de formation, la ligne de conduite. C'est-à-dire qu'on peut avoir la ligne de conduite d'être un gestionnaire de la structure et dire moi, j'ai besoin de faire des heures stagiaires, pour faire simple, pour couvrir mes charges, etc. Et puis à la limite, tiens là, si je peux, je vais caricaturer, mais si je peux lui en mettre un maximum, ça va faire tourner la boutique, quoi. Hein. Et puis on peut essayer aussi de se poser la question effectivement de l'individu, de son projet, des structures partenariales ou en réseau qui peuvent nous aider à répondre à d'autres problématiques qui sont strictement celles de l'apprentissage cognitif. Et là, ça renvoie peut-être à quelque chose que je redirai tout à l'heure, mais je pense qu'il est impératif pour nous, au même temps qu'on avait parlé d'un flux minimum ce matin pour pouvoir gérer cette individualisation, je pense qu'il faut aussi un flux minimum partenarial dans les structures aujourd'hui de formation professionnelle pour que la réponse puisse être plus enrichie, plus qualitative, parce qu'on n'arrivera jamais seul dans une structure, sauf à avoir une méga structure, et alors là, je suis pas sûr que ça soit beaucoup plus efficace. Je pense qu'on arrive à répondre à ces questions-là aujourd'hui dans le partenariat interstructure. Ça, ouais, j'en suis persuadé, à l'expérience. Ok, merci beaucoup. Donc, dernière partie sur la question, à la fois, alors on a abordé la question de l'accompagnement, on a abordé la question de la posture du formateur, de ces termes de facilitateur. Là, il y a un florilège de termes depuis des années qui courent. On a même parlé des formateurs jardiniers à une époque, des accompagnateurs, des facilitateurs. Il y a cette question-là, puis il y a dans la conférence de consensus, sur la dernière page, une note un peu critique sur la notion de personnalisation. Parce qu'on parle d'une trop forte centration sur la personnalisation de la relation qui pourrait amener vers un transfert de responsabilité des conditions de formation, de ses réussites comme de ses échecs sur la seule personne. Alors c'est sûr que ça a été mentionné tout à l'heure sous couvert de l'individualisation, c'est pas l'individualisme. On pourrait même d'ailleurs verser encore plus d'arguments à ce dossier-là en disant que même l'individualisme, c'est pas toujours l'individualisme négatif. C'est-à-dire ça peut être aussi un individualisme positif. Donc par exemple, François de Singly, reprenant l'idée, dit que finalement la plus belle conquête de la démocratie est une conquête individualiste. Le droit de vote est un droit éminemment individuel. Donc il y aurait beaucoup à dire à plein de niveaux sur ces termes d'individu et d'individualisation, d'individualisme. Là, il y a une mise en cause très directe de la conférence, donc consensuelle, qui, moi, m'interroge un peu, parce qu'on dit, d'une part, on dit, il y aurait une trop forte visibilité, il y aurait une visibilité de la relation pédagogique qui, devenant personnalisée,
amènerait à un transfert de responsabilité des conditions de la formation sur la seule personne. Alors, je comprends pas bien, moi, donc il faudrait qu'on m'explique, et puis je suis peut-être pas le seul. Bon, là, il y a un truc que je vois pas, parce que on dit en quelque sorte, là, on observe les gens, la relation, elle est personnalisée, donc on voit les gens, et donc on leur transfère la responsabilité. Est-ce que c'est pas simplement qu'on voit où est la responsabilité, mais que dans des systèmes extrêmement collectifs, voire un amphithéâtre avec un contrôle continu et 300 étudiants dedans, il est où on est dans une situation éminemment collective, et où est la responsabilité? Là, là, il y a un truc que je vois pas bien. Et puis plus largement, si on pouvait conclure sur les problématiques d'accompagnement, de personnalisation, et bien sûr de cette question de la posture dont il faudrait me préciser si elle est quelque chose que le formateur a en tête ou c'est une façon d'intervenir. Enfin, là-dessus, Geneviève Lameule conclura peut-être ce petit tour qu'on va peut-être commencer avec Stéphane. Est-ce que personnaliser, ça veut dire forcément culpabiliser l'apprenant ? S'il faut que je réponde à titre personnel, mais enfin c'est une conférence de consensus, c'est un peu difficile. Moi, je vais répondre que non, et puis je vais m'assumer également en tant que responsable d'organisation. Je pense que, et à l'usage, les responsables d'organisation ont un rôle énorme dans l'accompagnement des changements, dans le management des changements. Moi, j'ai 2-3 choses que je propose de partager avec les gens qui sont dans la même fonction que moi ou qui peuvent avoir à l'exercer. Je crois qu'il faut, en tant que responsable, accepter de partager l'inconnu, d'expérimenter avec les autres sans chercher d'avoir une vérité absolue, et puis essayer de faire adhérer les gens, de les fédérer et sans ostraciser ceux qui veulent pas rentrer dans le changement. C'est souvent ce qu'on a tendance à faire. Il faut, je le disais à l'instant, travailler en réseau ouvert, en réseau interdépendant. Il faut aussi conforter les équipes qui cherchent à faire quelque chose de nouveau, et notamment quand elles se plantent, ce qui est trop rarement, à mon sens, fait. Je pense que Marc ne sera pas en opposition avec ce que je vais dire. Il faut aussi des dispositifs organisationnels fédérateurs, comme les centres de ressources, par exemple, c'est évident. Il faut aussi savoir, ce qu'on ne fait pas souvent, communiquer sur ses succès, sur ses échecs, pour éviter aussi la secte des initiés, ceux qui changent et puis qui sont dans un coin et puis qui sont regardés comme des bêtes curieuses, voire dangereuses par les autres. Il faut aussi pas faire de rupture absolue entre anciens systèmes et nouveaux systèmes dans les structures. Une erreur qui est souvent, à mon avis, commise, qu'on fait un peu facilement intellectuellement, c'est de confier tous les investissements pédagogiques novateurs à des nouveaux formateurs, parce que les anciens, ils veulent pas, donc on va en chercher des nouveaux. Et puis les anciens, ils sont spectateurs, vous savez, comme les gladiateurs, et puis il y avait les spectateurs qui sont autour. C'est absolument destructeur dans les deux sens. Il faut aussi essayer plutôt que de les imposer, essayer de négocier des nouvelles organisations économiques, réglementaires, statutaires, les conventions collectives qui vont avec. Et pour ça, effectivement, il faut aller voir ailleurs. Il y a déjà plein de structures qui ont expérimenté des choses. Il ne faut pas penser réinventer le monde, à trifouiller les Doridel tous les matins. Il faut aussi, à mon sens, et ça c'est plus compliqué pour un responsable d'institution, changer de mode de management à titre personnel. C'est-à-dire aller vers nécessairement une sorte de management délégatif ou participatif. Et c'est pas du tout un directeur de PN, un proviseur, c'est pas du tout quelqu'un qui a été formé au départ à faire ça. Il a un management hiérarchisé qui dépend d'une règle qu'il reçoit, qu'il doit faire appliquer. Et ça colle pas du tout avec cette organisation-là. Et je crois, dernier point, juste pour moi, c'est il faut apprendre et aider les gens au plaisir du changement, je crois. Et là, c'est un sacré pari, parce que il y a une richesse dans la culture de l'expérience. Sans être sadomaso, on peut aussi tirer plein de choses de ces échecs, mais il faut que le manager les appuie, je l'ai dit tout à l'heure. Et là, ça renvoie quand même à une autre problématique qui me semble importante, c'est qu'on a construit ces dernières années beaucoup de nos systèmes éducatifs sur la garantie de la qualité, des systèmes ISO et autres, parlent de process, de procédures qu'on a inscrit dans le marbre. Bien sûr, il y a le management du changement, mais quand même, on a inscrit par étapes, et là, on est un petit peu dans quelque chose qui, à mon sens, est différent, c'est que on est dans le process jusqu'au cou tous les jours quand on fait de l'individualisation, mais la procédure, on n'a pas le temps forcément de l'écrire. Et là, ça renvoie à une difficulté. Et moi, je dirais en conclusion, tant pis pour le système, et puis vive l'homme, simplement, quoi.
Geneviève, là-dessus, ça va être difficile de prendre un niveau peut-être plus quotidien, prosaïque du formateur. Moi, j'aurais envie de te demander, ce changement de posture, là, d'abord, c'est quoi? Et puis, deuxièmement, est-ce que c'est si facile que ça? C'est-à-dire, est-ce qu'on peut changer comme ça de façon d'intervenir, de posture pédagogique? Comment tu vois les choses? Alors, j'ai donné quelques éléments de réponse rapide à comment je le voyais tout à l'heure. Je ne suis pas forcément très disciplinée, mais j'avais quand même, je ne voulais pas laisser passer ce sur quoi tu attires l'attention de la confusion, individualisation, personnalisation. Et j'avais envie de dire que la phrase donc, à laquelle tu t'attardais, elle se terminait par un point d'interrogation, ce qui pour moi traduit à la fois, enfin il me semble, pour avoir participé au travail de ce groupe, elle traduit à la fois une certaine humilité du formateur et une certaine lucidité par rapport à la situation dans laquelle on est amené à développer, mettre en œuvre ces dispositifs de formation individualisés. Et elle renvoie à des mots forts qui sont dans la définition et qui sont, je pense, des enjeux importants, notamment la dimension de co-construction, quoi. Et je pense que c'est la phrase finale, c'était et c'est tout ça finalement du fait des contraintes économiques, du fait des contraintes politiques, du fait que certaines personnes n'ont pas forcément toujours envie d'être embarquées dans des dispositifs de formation individualisés. Et finalement, est-ce que tout ça a encore vraiment du sens? Donc cette phrase-là, pour moi, elle est à entendre comme ça. Alors, par rapport à ça, donc j'ai envie effectivement de reparler de posture et de reparler de posture parce que donc ce doute, cette mise en question finale, elle me renvoie à la complexité des dispositifs de formation individualisés, des dispositifs ouverts et à distance en général, dans lesquels moi je place assez facilement les dispositifs individualisés, dans le sens où en fait, être acteur mettre en œuvre ou être acteur dans un dispositif comme ça renvoie à une idée pour moi de navigation entre des paradoxes. C'est à la fois ouvert dans le sens où il faut penser la possibilité que chaque personne y trouve le choix des modalités de formation qui vont lui convenir au bon moment. Hein. En même temps, ça ne peut pas ignorer la contrainte, le cadre organisationnel de l'organisation. Donc, les acteurs ont à jouer de ces paradoxes et à vivre les tensions à ce niveau-là. À un niveau plus élaboration du parcours, les acteurs ont à tenir compte du passé, de l'histoire des personnes, du présent et de leur projet, de leur désir de projection. Donc c'est aussi un paradoxe, enfin c'est aussi une difficulté, une mise en tension. Donc on a évoqué les niveaux macro et micro. Donc on a beaucoup travaillé sur la dimension de la relation pédagogique au niveau micro, mais ça n'a de sens que si un formateur, un accompagnateur est capable de prendre en compte l'ensemble de la question pédagogique dans la vie de l'institution, dans la vie de l'organisme de formation et inscrit dans la politique régionale, voire gouvernementale. Donc c'est toutes ces tensions-là qui, moi, m'amènent à dire que un travail important est à faire par rapport à la clarification donc des ancrages des raisonnements des formateurs. Et donc, pour moi, un travail est à faire dans la clarification de la posture. Je ne sais pas et une des raisons qui me fait dire ça, c'est que dans un monde difficile à vivre, plus les acteurs vont être au clair par rapport à ce qui eux les fait agir, c'est-à-dire donc les croyances, les intentions par rapport à l'acte de formation, plus ils ont de chances de ne pas perdre pied, donc trouver vraiment leur bon ancrage.
et plus ils ont de chances de se donner les moyens d'entraîner les personnes apprenantes, donc plus ou moins en facilité ou difficulté par rapport à leur parcours d'apprentissage. Donc plus ils ont de chances de les entraîner dans le même sillage et donc de favoriser chacun, le formateur ayant réfléchi sur sa posture professionnelle, ancrée donc dans ses croyances, ses intentions, en fonction de son histoire, de son rapport au savoir. L'apprenant étant conduit à faire le même travail, de mon point de vue, plus on a de chances de donner sens à cette réelle co-construction. Alors, à un niveau macro, mais je pense qu'on pourrait étendre le raisonnement à un niveau plus général, puisqu'on a dit, donc la formation individualisée, elle se base sur la co-construction et la négociation de projets, et le projet de l'Institut, et les projets personnels, et travailler sur les postures des acteurs en général, à mon avis, favorise ce bon terrain pour la négociation. Merci Geneviève. Donc travailler sur les postures et des formateurs et des apprenants, tout en sachant que tu as par ailleurs démontré, mais ça sera pour un autre jour, que ces postures bougeaient peu. Que donc par conséquent, dans une institution qui est face à un changement du style, on veut faire évoluer notre dispositif d'une façon, on le disait au début de séance, graduellement plus individualisante, se pose tout de même fortement la question justement de ce qu'on appelait dans le temps d'un mauvais terme de résistance au changement, mais en tout état de cause de façon plus moderne, d'une identité des formateurs qui est ancrée dans des postures d'enseignement versus des postures peut-être d'accompagnement plus ouvertes, et que ça, tu l'as toi-même dit, je le redis là, tu l'as toi-même démontré, que c'est assez difficile à faire changer comme ça, quoi. Alors, il nous reste, Madame la Directrice, même pas 6 minutes, donc on va prendre tout de suite des interventions. Je vais vous demander, on va terminer par l'exercice classique, je vais donner 1 minute, je vais proposer 1 minute à nos 4 intervenants pour faire la synthèse des synthèses, en réponse, pour qu'ils s'y préparent dès maintenant, à la question construction d'un environnement d'apprentissage. Si j'ai une chose à faire lundi matin, qu'est-ce que je fais? Donc voilà, si vous voulez bien, pendant le temps où on va passer la parole à la salle, sachant qu'en même temps, il faut que vous écoutiez la salle, donc ça va être compliqué pour vous. Mais voilà la question pour laquelle vous aurez un maximum d'1 minute. Et avant, je vais vous proposer la même règle du jeu. S'il y a des personnes qui veulent intervenir, s'il vous plaît, en 1 minute, pour soit nous livrer une réaction, une forme de synthèse, une question, à condition que la question ne prenne que 30 secondes pour qu'on puisse y répondre. Madame. Anne-Marie Cognac, je suis animatrice régionale FOAD pour la région Rhône-Alpes et j'encadre une équipe de formateurs accompagnateurs dans les différents centres de formation, les CFPPA. Je voulais simplement porter témoignage sur le fait que ce matin, on a parlé de faire injonction aux formateurs de faire de l'individualisation. Et je peux vous dire que dans beaucoup de CFPPA, je ne parle pas seulement de Rhône-Alpes, les formateurs prennent plaisir à faire de l'individualisation et que pour eux, ce n'est pas un obstacle au changement, ce n'est pas une résistance au changement. Simplement, et ce matin on a évoqué le cas, je crois, avec le cas Foc d'Amiens, où c'est le temps qu'ils ne leur est pas donné, et pourtant Dieu sait qu'ils auraient largement de quoi faire, de quoi développer, et réellement avec plaisir. Et ça, j'en reste persuadée. Donc c'est une question d'organisation. Et puis, deuxième chose, pour répondre à Jean, avec qui je me suis expliquée, quand l'organisation est bonne et prête, rien n'interdit à quelqu'un de venir se former quand il veut et avec les moyens qu'il veut. Merci pour cette double note très positive. Alors, est-ce qu'il y a d'autres interventions rapides dans la salle? Attendez, je ne vois pas bien. Monsieur, vous levez la main ou vous... Oui, monsieur, alors. Laurent Jaillet du CFPPA de Beaune, donc formation agricole. On pratique de l'individualisation, on essaye en tout cas depuis un petit moment. Une dimension dont on a parlé sans vraiment mettre l'accent dessus, c'est la dimension économique, surtout au regard de ce qui nous est demandé par les financeurs, de mettre en œuvre des formations individualisées et de les accélérer en donnant des moyens qui sont assez limités au regard du temps que ça prend et pour mettre en place le système, et une fois que le système est mis en place, après pour le faire fonctionner. Parce qu'au jour le jour, ça demande beaucoup de temps, ça demande beaucoup d'investissement et il y a beaucoup de temps de suivi aussi pour pouvoir prouver à l'investisseur qu'on a bien fait les heures qu'on a dit avoir fait. Et ça consomme déjà beaucoup de temps, ça. Voilà.
C'était une remarque. Tout petit témoignage personnel au vol. Le jour où l'entreprise Renault a fait basculer un certain nombre de ses dispositifs, ça remonte à il y a assez longtemps, vers des dispositifs de centre d'auto-formation assistée, le déclic majeur, ça serait ma réponse si on me demandait, pardon, je posais pas les questions que je devais poser, maintenant je me pose la question que je vous ai posée tout à l'heure. Ça serait ma réponse, je crois, pour lundi matin, c'est que le déclic majeur de changement, à mon sens, c'est le jour où on passe d'une logique de l'heure formateur à une logique de l'heure apprenant. Et ce jour-là, on a modifié, je crois qu'on est là-dessus, la donne économique qui, comme Marx le disait, est tout de même surstructurante de la... Il disait pas de la pédagogie individualisée, mais enfin, ça revient un peu au même. Est-ce qu'il y a encore une ou deux autres interventions rapides, s'il vous plaît? Monsieur. Gilbert Renaud, enseignant-chercheur éducateur formation. Je voulais juste réagir à la question de la professionnalisation des acteurs et des formateurs pour appuyer un petit peu ce que vient de dire Geneviève Lameule, qui parle, elle, de posture. Effectivement, Philippe Carré a ajouté parler d'identité. Et là, j'ai fait une étude sur le travail de formateurs dans des CFPPA dans le cadre de dispositifs de formation ouverts à distance. Et donc, comme le disait Anne-Marie tout de suite, effectivement, dans les CFPPA que j'ai pu visiter, qu'on a pu enquêter, le problème n'est pas une résistance au changement au sens caricatural où ils ne veulent pas faire autre chose, ils ne veulent pas accompagner à la place de faire du cours magistral. Je pense qu'un certain nombre de formateurs ne sont pas des fanats du cours magistral, ils en mesurent les limites. En revanche, je pense qu'il y a un problème d'identité qu'on ne creuse pas suffisamment et qui est lié à un certain nombre de tensions qui sont imposées par le changement. Alors je vais en relever quelques-unes. Première tension, c'est la tension entre les questions d'organisation, et on a parlé même de procédure, et les questions de situation d'apprentissage. Et actuellement, ce qu'on peut constater, c'est que les problèmes d'organisation prennent le pas sur les questions donc de pédagogie qu'on rejette depuis ce matin sans arrêt, c'est-à-dire la didactique, de créer des situations d'apprentissage, à tel point que les formateurs qu'on a pu rencontrer, qui sont très engagés dans le changement, ils n'ont plus du tout de temps pour eux-mêmes et pour travailler collectivement, pour imaginer une nouvelle situation d'apprentissage. Quand je dis nouvelle, pourquoi nouvelle? Parce que les publics changent, vous le savez tous. Dans un certain nombre d'organismes, on n'a plus du tout les mêmes publics qu'il y a 20 ans. On a des publics en difficulté. Et du coup, on est devant une nouvelle tension. C'est-à-dire ces publics en difficulté, il faut certes individualiser. Ce sont tous des cas personnels et là peut-être même personnalisés. Mais en même temps, on sait tous très bien que le gros problème, c'est de resocialiser ces gens-là, redonner du sens à leur activité, donc recréer du groupe, recréer du projet. Et du coup, c'est une deuxième tension à résoudre et donc des nouvelles situations pédagogiques à créer avec de nouveaux outils. Donc les formateurs sont plutôt, à mon avis, en difficulté de transfert identitaire par rapport à ces nouvelles situations, ces nouveaux outils. Et puis, par rapport à leur identité propre qu'on caricature, mais moi je vois l'identité du formateur, elle repose, et je ne serai pas beaucoup plus long, mais ce qu'on a pu remarquer sur 3 pieds. Le premier, c'est que les formateurs adorent, et il n'y a qu'à relire KS et Enriquez, ils ont une... J'ai presque fini. Hein. Ils sont, si on est formateur, c'est qu'on aime la relation avec un public. Hein, le lien social est important. Donc ça, ils y tiennent. Et s'il y a un transfert de lien social, il faut le reconstruire. Mais c'est pas un changement. C'est un déplacement d'identité. C'est pas un changement. Ils sont en général spécialistes d'une discipline. C'est-à-dire qu'ils aiment bien que leur public puisse apprendre un certain nombre de choses. Donc ça, le métier de formateur ne change pas beaucoup. Simplement, il va aussi se déplacer. Puis le troisième pilier, c'est être créatif. Donc soit créer des situations d'apprentissage au sens cognitif étroit du terme, ou des situations pédagogiques, des parcours de formation. Et là aussi, il faut leur donner les moyens, leur laisser le temps. Donc je pense que il faudrait se creuser plus sur ces questions d'identitaire plutôt que de... Actuellement, les institutions sont quand même pilotées par les injonctions des conseils régionaux, par un certain nombre d'injonctions qui sont parfois paradoxales de la part des milieux politiques institutionnels, et les formateurs doivent les assumer tant bien que mal. Et je pense que voilà, il faudrait revisiter ces questions-là. Merci Gilbert. Alors nous avons eu 5 minutes de répit, donc je vous rappelle j'ai besoin de 4 pour nos intervenants, et donc il reste 1 minute pour... mais vous avez tout de même le temps d'intervenir si vous le souhaitez. Présenter comme ça, c'est pas très encourageant, mais... Non mais... On a 20 secondes encore? En plus, 1 minute.